Mesdames, Messieurs, je vous propose de vous installer. Nous allons redémarrer les travaux de cet après-midi. Vous voyez à l'écran deux informations importantes. D'une part, le dîner synergie, le dîner caritatif Synergie solaire. D'autre part, le championnat du monde de cyclistes des énergies renouvelables, version 2022. Il est encore temps de vous inscrire. Il y a déjà plein d'équipes qui sont inscrites, mais il est encore temps, ce sera en mai ou en juin. Je crois que la date n'est pas complètement définie. Pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi, je vous rappelle l'outil interactif Imagina que vous pouvez télécharger sur votre smartphone ou sur votre laptop, sur votre PC portable, de manière à pouvoir faire remonter les questions. Je m'engage, comme ce matin, à les transmettre au fur et à mesure, enfin quand ça se place bien, aux intervenants. Avec les énergies renouvelables, engageons-nous vers une société prospère et durable. C'est le thème de cette seconde table ronde pour laquelle je vais demander à 4 participants d'une première séquence de venir. Marie-Claude Dupuis, qui est déjà installée, directrice stratégie immobilier et développement à la RATP. Éric Bonafou, directeur général délégué développement de Boralex. Filippo Cimitan, président France de Siemens Gamesa Renewable Energy. Et Sylvie Géano, présidente directrice générale de Dalkia. Nous partageons les deux tables rondes de cet après-midi. La première sera animée par Denis Chessou, pour ceux qui nous ont rejoints, journaliste, chroniqueur, présentateur de radio, dont CO2 Mon Amour depuis 88 sur France Inter, et spécialisé sur l'environnement. Je remonterai sur scène pour lui transmettre vos questions. Denis, c'est à toi. Eh bien, c'est formidable. Alors, vous savez, nous attaquons dans ce moment tout à fait particulier de début d'après-midi, c'est-à-dire que 30% de votre énergie passe dans votre estomac, autrement dit, ça s'appelle la digestion, voilà, et 20% d'une manière générale, si vous voulez, pour alimenter notre cerveau. Mais on devrait y arriver. On devrait y arriver. Nous devrions effectivement... Nous allons parler de plein de choses donc tout à fait intéressantes avec nos différents intervenants donc sur ces énergies, donc on l'a bien compris, vers une société prospère et durable. En tout cas, nous le souhaitons. Alors, on va parler alors aussi bien, mais bien sûr que l'on va parler à la fois de chaleur, on va parler de transport avec la RATP, avec vous, Marie-Claude Dupuis. Nous allons parler donc d'énergie éolienne, quelque peu aujourd'hui bousculé, mais c'est pas grave, vous avez de la réserve avec Éric Bonafou de Boralex et donc Filippo Cimitan pour Siemens Gamesa énergie renouvelable. On va peut-être commencer, on va commencer par nos énergies, par notre énergie, puisqu'on parle sans arrêt d'électricité. Chère Sylvie Géano, prenez donc ce micro, présidente directrice générale de Dalkia, alors service énergétique, gestion des réseaux de chaleur, donc quelqu'un qui manie aussi bien le chaud et le froid, donc ça nous intéresse beaucoup. Élément capital donc pour décarboner aussi notre société, et on en parle relativement peu. Certes, il y a un fonds de chaleur tout à fait intéressant, mais on va donc pouvoir en parler avec vous parce que cette histoire-là, c'est quand même, en ce qui concerne le chauffage, ça doit être 45% quand même à peu près de nos énergies, en tout cas en ce qui concerne l'habitation, et 25% des émissions de gaz à effet de serre. 340 réseaux de chaleur quand même aujourd'hui, donc c'est pas neutre du tout. Alors ça peut être aussi bien, si vous voulez, de la géothermie, ça peut être de la thalasso, ça peut être énormément de choses. 2 millions de logements collectifs aujourd'hui que vous réchauffez, 5000 établissements de santé, moi je ne connaissais pas ce chiffre-là. Et donc de voir avec vous peut-être les piliers qui font que on essaie là aussi de s'engager sur une société un peu différente. Alors nos réseaux de chaleur avec 2 piliers, faire de la chaleur renouvelable et aussi les services d'efficacité énergétique. Je vous en prie. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Vous parlez magnifiquement de Dalkia, c'est assez rare, qui est filiale des services énergétiques d'EDF. Effectivement, on a 2 grands métiers. Je vais évidemment vous parler de chaleur assez vite, mais ça vaut le coup, je crois, dans cette période d'augmentation des prix, de prix très élevés, de parler de notre premier grand métier qui est celui de l'efficacité énergétique. On fait faire des économies d'énergie à nos clients au quotidien en signant avec eux des contrats de performance énergétique. Et quand on diminue sa consommation, c'est aussi une façon de maîtriser sa facture économique. Donc voilà, ça c'est un des premiers grands métiers de Dalkia. On fait des services d'exploitation maintenance avec des engagements. Deuxième grand métier, effectivement, la chaleur renouvelable.
Alors pourquoi c'est important de parler de chaleur aussi dans cet événement-là? Parce que la chaleur, quand on regarde l'ensemble des consommations énergétiques d'un pays, c'est 45% à peu près. C'est utilisé pour faire de la chaleur. Ça veut dire à peu près que 45% aussi des émissions de CO2 sont produites par de la chaleur. Après, il y a le transport, 30%, et puis l'électricité, 25%. Et ça, quand on regarde comment est décarbonée cette chaleur, finalement, pas tellement, parce que 80% de la chaleur aujourd'hui en France est produite à partir d'énergies fossiles. Alors quand on utilise ce mot de chaleur, ça signifie quoi? Ça signifie en gros 3 choses de façon très concrète. Évidemment le chauffage à la maison et puis évidemment dans les entreprises, l'eau chaude et puis toute la vapeur industrielle. Alors, ce sujet de la décarbonation, évidemment, nous anime beaucoup chez Dalkia, avec deux axes forts qui sont très importants dans la décarbonation des territoires. Le premier axe, c'est les réseaux de chaleur. Vous l'avez dit, Dalkia exploite le plus de réseaux de chaleur. Alors, on aime bien rajouter et de froid, parce que ça va être un sujet fort, évidemment, de l'urgence climatique, mais chaud et froid, oui, d'emblée d'abord de la chaleur en France. Et on fait de la chaleur, alors dite renouvelable et de récupération. Je vais vous dire simplement, on récupère aussi beaucoup de chaleur dite fatale, de la chaleur perdue, par exemple sur les incinérateurs, par exemple sur les data centers. Vous savez, quand on met sa main derrière un data center ou un ordinateur, c'est chaud, on récupère. Derrière des installations frigorifiques, pour faire du froid, on dégage du chaud. Donc on sait récupérer. Ça, c'est les énergies de récupération qui sont aussi un volet pour faire de la chaleur décarbonée. Et puis, on fait évidemment de la chaleur à partir d'énergies renouvelables, avec une magnifique énergie renouvelable qui s'appelle le bois. Et on utilise donc évidemment beaucoup d'installations bois-énergie, biomasse, pour faire des réseaux de chaleur en France. Et des réseaux de chaleur qui vont évidemment apporter de l'eau chaude et du chauffage à 2 millions de logements, à des installations hospitalières, à des bureaux, à des usines, etc. Et le deuxième grand axe également de cette décarbonation de la chaleur, qui est important à mentionner, c'est aussi la décarbonation de l'industrie. Parce que la chaleur industrielle, alors là, évidemment, on comprend évidemment toute la vapeur industrielle également qui est produite sur les sites. Aujourd'hui, il n'y a que 7% de cette chaleur-là qui est produite à partir d'énergies renouvelables. Donc on a un magnifique enjeu. Et là encore, je vais me permettre aussi de parler un petit peu du bois, parce que je trouve que c'est important. Là encore, le bois va avoir un rôle important à jouer pour décarboner, substituer à une chaudière gaz, à une chaudière fuel, une chaudière bois qui va apporter donc une empreinte carbone moindre, bien moindre. On va décarboner. Alors, je voudrais juste parler un peu du bois. Même si le rendement quand même du bois, on tourne autour de 30-35% sur une chaudière. Donc, alors après, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est de regarder quand on fait ça, parce qu'il y a tout de même une urgence climatique. Je sais que les Bretons n'étaient pas contents cette année, mais il paraît qu'il faisait 30 degrés en Sibérie. Donc, c'est bon. ça. Non, mais c'est ça. Je crois que. Ce qui peut poser un léger problème aussi au niveau de la méthanisation, parce que là, on va avoir de sacrées surprises. Et donc, ce qui est important à regarder, c'est pour ça que je fais une petite blague, mais ce qui est important, c'est de regarder aussi le coût de la tonne de CO2 évité. Et c'est vrai qu'avec ces installations-là, on est extrêmement performant dans ce coût de la tonne de CO2 évité. Et le bois aujourd'hui, alors malheureusement, c'est vrai qu'on a tendance à décrier un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui. On décrie les débats sur l'éolien, etc. Je ne reviens pas là-dessus. On est en France. Et je vois qu'on a aussi parfois une mauvaise image du bois énergie. Alors il faut avoir en tête que le bois énergie, c'est en fait on ne coupe pas du bois pour faire du bois énergie. On utilise les branchages. Le beau bois, entre guillemets, le tronc, il va faire du bois de meubles, il va faire de la charpente, il va faire du bois industriel. Et donc, ou alors on va utiliser du bois en fin de vie ou des branchages. Donc ce bois énergie, il est en aucun cas un problème pour la forêt. Alors d'autant plus que de toute façon, le bois tout court, qui est une façon quand même extrêmement efficace pour stocker du carbone. Ce bois tout court, aujourd'hui, l'extraction du bois en France ne crée pas du tout de décroissance de la forêt, puisqu'on n'utilise même pas la moitié de la croissance.
La forêt est en croissance en France. Le seul problème, enfin, je ne rentre pas là-dedans parce que ce n'est pas du tout prévu, mais je veux dire que après, c'est de savoir si on plante effectivement du bois que pour ce but-là, ou bien si on attaque vraiment les feuillus, et là, ça pose des problèmes importants. On a 62% encore de forêt de feuillus aujourd'hui en France. Donc, vous posez la question effectivement de l'exploitation durable de la forêt. Ça a démarré en France par Colbert en 1669, qui a sorti les premiers textes sur l'exploitation de la forêt. Les écoles eau et forêt, c'est la première école 1824. Donc, on a cette culture-là en France de l'exploitation durable de la forêt. On peut toujours progresser. Et ça, d'ailleurs, Dalkia y travaille aussi au quotidien. Et donc, ce bois, pourquoi c'en est une énergie renouvelable? Parce que quand vous allez brûler le bois, il va dégager exactement le CO2 qu'il avait stocké. Et en plus, comme on n'utilise un peu que le déchet du bois, vous voyez que le bilan carbone, il est extrêmement positif. Donc, et je m'arrêterai aussi pour dire que le bois va se substituer à l'énergie, évidemment, fossile, l'énergie fossile qui ne vient pas de notre territoire. Et à chaque fois qu'on pose des installations bois, on crée de l'emploi dans nos territoires. En 2019, par exemple, parce qu'on a fait un calcul très minutieux chez Dalkia, on a créé 2000 emplois directs et indirects sur cette filière bois. Bon, alors Voilà. donc, effectivement, on a plaidoyer pour le bois, je l'entends bien. Ça tombe bien, vous n'êtes pas du côté de Gardanne, parce que là, ça me paraît une hérésie absolument totale, mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, là c'est tout. Vous avez bien expliqué ce que vous preniez effectivement dans le bois. Moi, j'aimerais avoir quelques exemples quand même très intéressants. Celui d'Issoire, par exemple. Là, vous avez évidemment une grosse entreprise. Enfin, c'est pas la vôtre. C'est une entreprise, c'est de l'industrie d'aluminium. Ça va s'appeler Constellium, me semble-t-il. Et donc là, chaleur des fours. Qu'est-ce que vous faites? Vous récupérez quoi? Alors absolument. Alors ça, c'est un bel exemple mixte de décarbonation d'un réseau de chaleur et d'un industriel. Constellium, c'est un industriel qui fond de l'aluminium pour faire des pièces en fonte d'aluminium. Et on récupère la chaleur de cet industriel avec des systèmes de récupération de chaleur qui se posent en général sur les toits des usines. Et on réinjecte cette chaleur dans le réseau d'Issoire. Et le réseau d'Issoire, on complète avec une toute petite chaufferie biomasse. Et on a aujourd'hui un réseau à Issoire qui va produire de la chaleur renouvelable à 90% d'énergie renouvelable et de récupération, donc sans émission de CO2. Donc c'est des projets qui aujourd'hui se multiplient. Donc on a fait la même chose. Vous l'injectez dans votre réseau de chaleur, donc c'est Absolument. Qui va sur le réseau va chauffer des logements, va chauffer voilà. des immeubles collectifs de logements, va chauffer, je crois qu'il y a une caserne militaire qui va se raccorder au réseau, etc. Donc foultitude de bâtiments qui arrivent sur ce réseau. Ce qui est important également à dire, c'est que ces projets-là, ils se font pas tout seul. On est accompagné par le fonds chaleur de l'ADEME qui a été en progression sur ces dernières années. Et ces aides, évidemment, elles sont nécessaires puisqu'elles traduisent finalement en quelque sorte un coût implicite du CO2. Elles accompagnent nos projets et elles permettent à ces projets d'émerger de façon compétitive dans les territoires. Alors, Sylvie Jeannot, il y a aussi quand même quelque chose d'important, c'est la main-d'œuvre. Autrement dit, c'est les emplois. Et là, on manque aussi un peu quand même là aussi de jeunes pour s'intéresser à cela. Et vous n'êtes pas les seuls dans votre domaine, mais là, vous en avez besoin, quoi. Alors vous me tendez une magnifique perche parce que évidemment le sujet de l'emploi est majeur. Dans tout l'ensemble de nos métiers, pour le coup, je pense que la transition énergétique, on la réussira aussi si on a des gens pour réaliser les projets. Alors, non pas que j'ai personne pour réaliser mes projets, évidemment, on trouve des techniciens pour réaliser ces projets, mais on a de plus en plus de mal. Les métiers techniques sont peu attractifs avec ce grand paradoxe que tous les jeunes nous disent vouloir agir pour la transition énergétique, vouloir être acteur, vouloir intégrer des entreprises qui ont du sens. Ils veulent tous être dans des parcs nationaux. Et ils visualisent pas bien les métiers. Voilà, il y a peut-être un métier, le Monde, je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2-3 jours, avait un titre qui disait « Recherche soudeur désespérément ». Alors, de mon côté, c'est plutôt les frigoristes. Donc, voilà, on a beaucoup d'actions pour aller motiver les jeunes
voilà, pour s'orienter vers ces métiers, on travaille sur le mentorat. On est partenaire d'un jeune, un mentor. Vous savez, la démarche de l'État. On est évidemment partenaire d'un jeune, une solution pour attirer un maximum aussi d'apprentis, 500 apprentis par an. Je pense que je recruterai à nouveau 2000 personnes cette année chez Dalkia au service de ces magnifiques projets de la transition énergétique. Donc 18 000 salariés, éventuellement plus de 1000, pas forcément, non, parce qu'il y a ceux qui vont partir aussi à la retraite, donc voilà. Donc il y a tout ça. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a 2000 emplois qui sont possibles chez vous, chez Dalkia. Bon, écoutez, un grand merci à vous. Alors évidemment, de la chaleur, est-ce que je fais une transition extrêmement habile? Eh bien, vous en avez évidemment dans les couloirs de la RATP, hein? Bien. Mais on ira peut-être à la fin d'ailleurs là-dessus. On ira peut-être à la fin. Rassurez-vous, Marie-Claude Dupuis, directrice de la stratégie et de l'immobilier de la RATP. Vous représentez donc Catherine Guilloire, votre présidente. Et donc là, bah oui, quand on regarde quand même la RATP, d'abord c'est quand même plus. Les gens ne savent pas forcément, mais c'est quand même 5,5 milliards de chiffre d'affaires. Vous en avez 4 qui se passent donc dans l'Île-de-France. Après, le reste est dans différents départements ou bien différents pays. Les enjeux. Alors, on y va quand même sur ces enjeux. Alors, bien sûr. De transport urbain, parce que pour vous, c'est la clé. On prend des bus, on prend des métros, hein, globalement c'est ça, et on prend aussi de merveilleux trams, maintenant, même si le 16e arrondissement refuse la boucle de Paris, mais ça, c'est autre chose. Donc, où en est-on? Et enfin, j'ai presque dire que ça va de soi de s'engager dans cette affaire. Complètement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'énergie et le climat, c'est au cœur de nos préoccupations. Vous l'avez dit, notre cœur de métier, c'est le transport urbain. Hein, et nous sommes d'ailleurs le 3e opérateur mondial. Quand on dit transport, il faut savoir qu'en termes d'énergie, enfin, c'est un poste clé, y compris dans nos dépenses. Et si je prends rien que le réseau francilien, l'énergie consommée en 2020, c'était 2,2 TWh, dont 1,3 d'électricité. Et en gros, c'est un gros tiers de consommation d'énergie pour le réseau ferré, RER, bus, tram, un gros tiers pour le réseau bus, 4700 bus dans la région francilienne opérés par les RATP, et un petit tiers pour les bâtiments, véhicules auxiliaires. Donc l'énergie, c'est un sujet clé, mais quand on dit transport urbain, on pense bien sûr à ville, et là, les enjeux climatiques sont essentiels. Donc on sait qu'en France, 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport, donc on est obligé de s'y intéresser quand même. Et puis pour les villes, c'est au niveau mondial, les villes contribuent à 75% des émissions de gaz à effet de serre. Donc un opérateur comme nous devait s'intéresser au sujet énergie et climat. En plus, c'est très cohérent avec notre raison d'être que nous avons révélée en début d'année, qui est s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Et sur l'énergie et le climat, nous avons pris un engagement très fort, très ambitieux, qui est de réduire par 2 nos émissions de gaz à effet de serre en 10 ans et de diminuer notre consommation d'énergie par voyageur kilomètre de 20%. Et pour ça, c'est un plan d'action qui mobilise toute l'entreprise et qui embarque les questions d'énergie renouvelable. Alors diviser par 2 en 10 ans, c'est énorme. 4700 bus aujourd'hui, donc Paris et Île-de-France. Là, vous avez évidemment un sacré volet d'action. Alors moi, je ne me rends pas compte, parce que dans le bilan global que l'on doit toujours faire, si parfois ça vaut le coup, non pas de mettre à la casse, mais enfin bref, de dégager des bus pour les faire passer. Alors maintenant, c'est quoi la stratégie là? Alors effectivement, donc en accord avec notre client et l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, on s'est engagé dans un plan de transition énergétique de notre flotte de 4700 bus à l'horizon 2025. Enfin, à terme, c'est vraiment d'avoir une flotte, 50% de bus électriques, 50% de bus qui roulent au bio-GNV. Et pour ça, en fait, la RATP a vraiment été précurseur, je crois même pouvoir dire au niveau mondial, pour avoir engagé un tel plan sur une flotte pareille. Et il a fallu transformer tous nos dépôts. Parce que pour opérer une flotte comme ça, il faut imaginer des dépôts de bus. Il y en a 25 en Île-de-France et qu'il faut convertir. C'était des garages avec des stations de gasoil qu'on transforme en des installations industrielles avec du gaz ou de l'électricité. Donc c'est un projet énorme. Si je reviens sur les énergies renouvelables dans cette affaire, déjà c'est bio-GNV. Alors en l'occurrence pour nos bus, c'est un contrat qu'on a avec Engie en ce moment et qui nous certifie par des garanties d'origine. En plus là ça vient d'Île-de-France, c'est assez cohérent, mais ce n'était pas une obligation. Donc nos bus roulent à l'énergie renouvelable. Sur l'électricité, sur notre réseau et nos installations, on a regardé l'installation de panneaux solaires.
Et en fait, on n'est qu'à 2000 mètres carrés, ce qui est assez peu en fait. C'est ridicule, vous pourriez même me dire, mais c'est pas si simple pour nous parce que d'une part, des surfaces planes, on n'en a pas tant que ça en milieu urbain dense. Elles sont souvent à l'ombre. Parce que l'ensoleillement n'est pas terrible. Et en plus, on a des conflits d'usage avec le verdissement, enfin tout ce qui est végétalisation, qui est un sujet clé en milieu urbain dense, parce qu'en plus, ça permet de gérer les eaux de pluie et ça ramène de la fraîcheur. J'ajoute un dernier point là-dessus, c'est sur le modèle économique, parce qu'on a aussi regardé le coût d'adaptation de nos centres existants pour mettre ces panneaux photovoltaïques, et ça coûte en général très cher. De renforcer les structures pour supporter le poids des panneaux, et on s'y retrouve pas trop. Enfin, la durée d'amortissement est très longue, donc c'est pas vraiment l'économie qui peut justifier ça. C'est pour ça qu'on a plutôt décidé de faire des PPA, c'est-à-dire de soutenir par des contrats soit des parcs existants, soit des nouveaux parcs. Et on a signé un contrat avec EDF en 2020 qui nous permet, avec 5 parcs éoliens, de faire rouler toutes nos lignes de tram à Paris. Donc on peut dire que nos lignes de tram à la RATP à Paris roulent au vent, ce qui est assez sympathique. Et là, on a un... Oui, c'est bien. Et là, on a un appel d'offres en cours. Je pense qu'il est regardé par tous les énergéticiens pour avoir un nouveau PPE de longue durée pour soutenir des parcs nouveaux, là cette fois éoliens ou photovoltaïques. On se chauffe à l'aluminium grâce au réseau de chaleur à Issoire, et avec vous, donc c'est le vent qui fait tourner. Donc, oui, c'est qui fait rouler. Voilà, sauf dans le 16e arrondissement. D'accord. Alors, il y a un blocage, là, c'est dingue, ils n'en veulent pas. C'est un truc, ils ne veulent pas faire la boucle complète du tramway, mais ça viendra peut-être effectivement donc, un jour. Question que je ne vous ai pas posée. Les 4700 bus, est-ce que ce sont des bus, mettons, on va faire ce qu'on appelle très joliment du rétrofit, c'est-à-dire est-ce qu'il y en a un certain nombre où on change tout, ou bien on en reprend et on leur fait un lifting, un petit coup de botox, un coup de petit grand carénage, comme on dit chez EDF, je sais pas. Quand on a conçu ce plan industriel à horizon 10 ans, on avait vraiment regardé pour notre plan l'adaptation des bus, parce qu'on avait pratiquement 4500 bus diesel. Donc on avait regardé l'intérêt de les convertir à électrique. Et en fait, ça coûtait beaucoup trop cher. En fait, nos bus, ils durent 15 ans. Et donc certains étaient déjà très anciens, ça valait pas le coup, valait mieux acheter un neuf. Et puis même à mi-vie, on avait fait les calculs et c'était pas très rentable. Donc on a plutôt pris le parti de vraiment... Et ça a été déterminant dans le déploiement des bus électriques, y compris en Europe, je tiens à le dire, parce que c'est toujours un peu l'œuf et la poule. L'aviation est au même niveau en ce moment, c'est-à-dire que pour faire la transition, il faut à la fois des véhicules et de l'énergie, et des réseaux de recharge. Et donc là, dans les bus, ils attendaient les commandes en masse des opérateurs de flotte pour pouvoir vraiment lancer des productions industrielles de bus électriques. À l'époque, il n'y en avait qu'en Chine en 2014, 2015. Et l'annonce de ce plan avec de la visibilité, avec un objectif de date de 2025 en disant on veut convertir, a permis à l'Europe, aux constructeurs européens et français de s'adapter. Et c'est comme ça qu'on a tiré la filière. Alors j'imagine que c'est assez enthousiasmant aussi en termes de fierté lorsque l'on est salarié de se dire tiens, voilà, effectivement, je vais pouvoir transporter des gens, mais maintenant je vais les transporter de façon encore plus propre. Là, on parle de ce qui roule. Alors, dans ce qui roule pas, juste quand même aussi, sans s'éterniser dessus, mais quand même aussi, donc, je veux dire, vos bâtiments. Oui. Clairement, donc là, on s'est d'abord occupé du matériel roulant, vu les consommations. Au passage, d'ailleurs, sur le réseau ferré, les trains sont de plus en plus performants et on s'attache à récupérer, là aussi, l'énergie de freinage pour la réinjecter dans le réseau. Sur les bâtiments, nouvel enjeu pour nous, on est en train de mettre le paquet. Alors d'abord, on a réduit de 10% là déjà, mais on veut aller plus loin et on a équipé d'un système de télésurveillance et de télérelève tous nos bâtiments. C'est près de 500, les plus de 300 bâtiments tertiaires ou industriels sont connectés à une plateforme de supervision pour l'eau et l'énergie, et les stations, pareil, pour l'eau. Et donc, avec toute la ligne managériale, ça a permis de donner les moyens à la ligne managériale de détecter toutes les consommations anormales. Et puis, on met en œuvre les nouvelles réglementations qui s'annoncent aussi sur ces sujets. Alors, Marie-Claude Dupuis aussi, pour finir, je termine par ce que quoi j'avais commencé avec cette liaison subtile avec Sylvie Géano, sur la chaleur. On est dedans, évidemment qu'on se sent, en termes de chaleur, on se sent bien. Bon, on n'a pas forcément envie de passer sa vie dans les couloirs de la RATP, mais sinon, en termes de chaleur, tout va très bien. Les grillons, d'ailleurs, vous sont très reconnaissants, il y en a pas mal. D'autres animaux qui trouvent aussi donc, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que l'on peut faire de cette chaleur ? Alors,
Effectivement, nous nous intéressons à la chaleur. Et alors, je commencerai d'abord par la géothermie et je vais venir à la chaleur du métro. Parce que ce qu'on a commencé à faire, parce que la RATP ne fait pas que faire rouler les métros et les bus, on construit aussi des lignes de métro. Et chaque fois qu'on est maître d'ouvrage d'une nouvelle ligne ou d'un prolongement de ligne, eh bien, on s'efforce d'équiper nos nouvelles stations avec de la géothermie. C'est ce qu'on a fait quand on a prolongé la ligne 14 au nord, et il y a 2 stations, notamment celle de Porte de Clichy et la mairie de Saint-Ouen, qui ont été équipées. On a injecté les systèmes dans les parois moulées, et les stations sont chauffées l'hiver et refroidies l'été grâce à la géothermie. Et NEC plus ultra, sur la station de mairie de Saint-Ouen, on a pu également faire bénéficier l'immeuble d'à côté, 80 logements qui bénéficient à 40% de ses besoins sur la chaleur. Là, c'est la géothermie. Après, il y a la chaleur du métro. Attendez, peut-être Sylvie Géano sur ce thème-là, non? Non, c'est évidemment, je sais pas si ça marche. C'est évidemment un thème qui nous anime aussi beaucoup chez Dalkia. Parce que vous parlez il y a plein de sortes de géothermie. On projette uniquement d'aller, vous savez, chercher les calories très profondément dans le sol. À 1500 mètres de profondeur. C'est beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup aujourd'hui de géothermie de surface, comme on dit, où on va chercher des calories, par exemple dans des nappes d'eau ou qui sont des boucles d'eau tempérées. Et on arrive à reprendre ces calories-là avec des systèmes de pompe à chaleur derrière pour aller faire de la chaleur et du froid, ce qui apporte aussi le confort du froid, qui va être aussi qui est un sujet qui commence à émerger très fortement. On fait ça avec de la thalassothermie. On va aussi chercher les calories de la mer. Et c'est aussi des systèmes de géothermie. Et ce terme de géothermie qui est souvent qui est méconnu, je vous remercie d'aborder aussi ce sujet-là. Et je crois que c'est des projets qui sont tout à fait efficaces. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans vos exemples, comme dans ceux que je viens d'évoquer, c'est que les technologies existent en fait. Ce qu'il faut, c'est s'organiser pour les mettre en œuvre et y penser. Parce qu'un projet comme ceux que je viens de citer sur les stations de métro, il faut l'intégrer. Il faut que le directeur de projet l'intègre très tôt dans ses études. Il faut que ça soit initié dès le départ. C'est bien sorti dans les tables rondes de ce matin, ce côté organisationnel qui est très nécessaire. important. La technique existe, mais après, il faut... Alors, je retrouve ces freins organisationnels dans le deuxième exemple que je veux partager avec vous, qui est celui de la récupération de la chaleur du métro. Parce que, comme vous disiez, il y a une chaleur là qui n'est pas loin. Alors, ça a été un vrai plaisir que de travailler avec Paris Habitat dans le cadre d'une des stations de la ligne 11, puisque là, on a pu vraiment installer un système de récupération de chaleur du métro pour chauffer un immeuble de Paris Habitat juste à côté. Et c'est un immeuble de 20 logements, on arrive à fournir le chauffage, la chaleur pour un tiers de ses besoins. Et là, on a pu le faire parce qu'il y avait vraiment une proximité physique du logement. Il y avait une trappe qui permettait d'accéder au réseau. Et depuis cet exemple, cette réalisation, on essaie par tous les moyens de promouvoir ça. On a testé, mais il y a quand même des freins parce que la chaleur, pour transporter cette chaleur, il ne faut pas qu'il y ait de déperdition. Donc, alors, on va plutôt travailler sur les lignes avec des métros avec des pneus parce que ça dégage plus de chaleur. Et puis, il faut trouver une bonne connexion entre le métro et le réseau de chaleur. Donc, on a essayé ça. Et là encore, le modèle économique n'est pas tout à fait adapté. Enfin, en tout cas, sur le réseau... parce que c'est très centralisé aujourd'hui le réseau de chaleur à Paris, donc on suit avec beaucoup d'intérêt les discussions, le nouveau schéma directeur du réseau de chaleur parisien, parce qu'il pourrait permettre des boucles locales à basse température qui permettraient peut-être d'aller chercher plus facilement cette énergie du métro. Et nous, en récupérant un peu de valeur, parce que dans le cas que j'ai cité, on l'a fait gratuitement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas moyen pour la RATP de vendre cette chaleur. Donc, comme ça suppose un peu quand même d'investissement pour le faire. Donc, un appel, voilà. Il faut qu'on se rende compte. C'est ce que j'allais vous proposer. Avec plaisir. Mais cette manifestation sert aussi à cela. Bon, je ne vous lance pas sur les particules fines avec les freinages, parce que là, ça peut être le sujet. Je suis intarissable. Vous pouvez être intarissable, oui, d'accord. Bon, ça s'améliore, voilà, c'est tout. Ça s'améliore. Oui, mais on agit pour en même temps. Vous agissez pour. Voilà, petites particules fines là, qui sont un peu décriées. Boralex, Sedlex, pas du tout. Boralex tout court. Donc, Éric Bonafou, prenez le micro, puisque vous êtes le directeur général délégué en charge donc du développement chez Boralex, filiale française, entreprise québécoise, donc à l'origine, un chiffre d'affaires qui va se passer à 50% au Québec et aux États-Unis, et puis donc 50% en Europe. Vous exploitez principalement de l'éolien
Mais je vois aussi que donc, vous vous diversifiez. On va donc pouvoir en parler. Donc, racontez-nous, puisque notre thème, évidemment, que c'est très très vaste. Hein, engageons-nous vers une société prospère et durable. On le souhaite. Il y aura des petits chaos quand même. Il y aura un peu des petits chaos qui vont arriver, mais on va essayer de faire avec tout ça demain et aujourd'hui. Est-ce que nous partons, est-ce que vous souhaitez donc partir? Allez, on part sur l'éolien. Vous avez remarqué, on n'a pas invité Stéphane Bern, on n'a pas invité Xavier Bertrand, on était très bien, hein, donc c'était formidable. Mais vous auriez pu l'inviter parce qu'on aimerait parler à Xavier Bertrand pour lui faire passer des messages. Bien. On a du mal à accéder à c'est compliqué à en ce ce monsieur. moment. Donc, voilà. Moi, je voudrais vous parler dans un premier temps de projets vertueux et de projets de territoire. Mais avant cela, je pense qu'il faut partir d'un constat. C'est le constat du GIEC. Toutes les années, on entend parler des constats alarmants du GIEC. Et on voit la matérialité de cela à travers les incendies, à travers les inondations, etc. On a quand même aussi un outil de suivi aussi de la planification en France, qui est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, je rappelle, aujourd'hui, on a 18 gigawatts installés éoliens en France. On doit multiplier cela par 2 à l'horizon 2028. On a mis 20 ans, quasiment 15 ou 20 ans pour arriver aux 18 gigawatts. Donc, il nous reste 6-7 ans pour multiplier cela par 2. On a environ 12 gigawatts de solaire installés en France. Il nous reste là environ, là aussi, 6-7 ans pour multiplier cela par 3 ou par 4 à l'horizon 2028. Donc là aussi, si vous lisez la presse tous les jours, on entend que le rythme n'est pas assez accéléré. Donc l'objet, c'est d'accélérer le rythme et d'accélérer le rythme tout en faisant des projets vertueux et de territoire. À cela, trois illustrations. Peut-être la biodiversité, le paysage dont on entend beaucoup parler et aussi les territoires. La biodiversité, tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, on fait des projets éoliens et on arrive, à travers les projets éoliens qu'on fait, à avoir une excellente connaissance des enjeux écologiques. On connaît presque la couleur des yeux des Mylans royaux et presque on les appelle par leur prénom, tellement on fait de suivi écologique aujourd'hui. Qui n'ont pas pu venir parce qu'ils ont déjà migré depuis à peu près le 15 août. Mais il y en a qui nichent quand même aussi à proximité. Donc, trêve de plaisanterie, mais je pense qu'aujourd'hui, on a des examens, on a des illustrations, des bureaux d'études qui travaillent pendant des mois, voire des années, pour faire des états écologiques zéro, pour faire des états initiaux. Et on a une excellente connaissance écologique de nos territoires. Et l'éolien ou le solaire amène de la connaissance écologique sur nos territoires aussi. Je vous donne un exemple. Projet de la forêt de la Noé, donc projet éolien de Boralex en construction. 17 machines, 65 mégawatts. On est sur la seconde forêt la plus vaste de Bretagne, 3800 hectares. Donc, connaissance de cette forêt à l'état écologique zéro. Le développement du projet éolien a permis d'accéder à une connaissance écologique très fine de ce territoire de 3800 hectares. Vous avez quand même eu un paquet de recours, hein, quand même, il faut bien dire. Donc comme tous les vous projets n'avez pas éoliens. eu que des sympathisants. Tout à fait. Le recours n'était pas sur les aspects écologiques. Mais on a eu un recours comme 9 projets sur 10, bien sûr, voire 10 sur 10. Mais le projet comme 10 sur 10, non, mais ce que vous nous dites, c'est que ça a permis de découvrir la biodiversité qu'on ne connaissait pas. C'était ça. Tout à fait, tout à fait. Donc sur 3800 hectares. Sur ce projet-là, on a défriché uniquement 11 hectares de résineux. Tout à l'heure, on parlait de bois. Donc de résineux destinés aux transformations industrielles et aussi à la plaquette bois. Et les 11 hectares, on va dire, défrichés ont été replantés en feuillus. Donc là aussi, on apporte de la richesse à la forêt. On arrive aussi à mettre en place des mesures écologiques très fines à travers des mares pour les amphibiens, à travers des hibernaculums, donc des espaces pour abriter les reptiles. On a des comités de suivi sur lesquels on a les services de l'État, sur lesquels on a les associations locales qui n'ont pas toujours été tendres avec nous. Et on arrive comme ça à faire un projet de territoire en ayant une très bonne connaissance du site, en associant l'État et aussi les associations à ce projet-là. Donc ça, c'est pour l'aspect biodiversité. Si on bascule maintenant sur l'aspect paysage, qui est souvent décrié, je pense qu'aujourd'hui, l'énergie n'est pas matérialisée dans le paysage. Si on va quelques années ou quelques dizaines ou centaines d'années en arrière, on va dire l'énergie, c'était la forêt qui servait à brûler, le bois servait à se chauffer et à faire de l'énergie. Ensuite, on a basculé sur les aspects charbon, et là, on a des illustrations avec les terrils à travers les derricks de nos mines. Aujourd'hui, la matérialité de l'énergie, on la voit peu. C'est du pétrole, c'est du gaz, c'est des gazoducs, c'est des raffineries. Ce sont des centrales nucléaires qui sont disséminées, mais il n'y en a pas 50 à travers le territoire. Donc aujourd'hui, on doit revenir à une matérialité
des formes d'énergie sur le paysage. Ça se voit, c'est ce qu'on disait ce matin. Je pense qu'il faut avoir une certaine fierté de dire ça se voit, Oui. que j'ai des éoliennes sur mon territoire, ça se voit que j'ai un projet solaire sur mon territoire, parce qu'aujourd'hui, les formes d'énergie, on ne les voit pas, on les voit peu. Donc il faut réaffirmer cela sur le territoire et insister sur cette matérialité-là. Et comment on insiste sur cette matérialité-là? C'est en faisant des projets de territoire avec les territoires, et on arrive à faire des projets de territoire avec de la concertation, avec de la co-construction, avec de l'investissement participatif des citoyens ou des collectivités. Et là-dessus, on a pas mal d'exemples aussi. Nous, on travaille sur pas mal de projets. On ouvre aujourd'hui le capital sur un projet solaire, 12 mégawatts solaire en Haute-Loire. Ce n'est pas le pays le plus ensoleillé, mais il y a eu un très fort appétit. On est arrivé à lever 1 million d'euros sur ce projet-là. On arrive à faire pas mal sur des éoliens aussi, en Haute-Loire aussi, on arrive à ouvrir le capital sur un projet éolien à hauteur de 10%, parce qu'il y a de l'appétit des collectivités et des riverains, et ça nous permet de s'approprier comme ça le projet en lui-même. Alors justement, est-ce que c'est pas ça une des clés? C'est à la fois d'être tout à fait démonstratif, de montrer les choses qui fonctionnent. Ça, c'est de l'écologie très concrète pour les gens. On leur montre, on leur prouve, ça, ils commencent à adhérer. Et aussi l'appropriation, ce que vous avez dit, ça, plus vous aurez de schémas participatifs, et a priori, mieux ça fonctionnera. Enfin, mais je pense que oui, si on arrive à ces projets vertueux et ces projets de territoire, ça fonctionnera. Donc il faut accélérer. Pas trop vertueux, parce que le mot vertueux, aujourd'hui, on en a un peu partout. Mais en tout cas, c'est bien. Enfin, allez-y. Mais faire des projets de territoire. Exemple sur Ali-Mercœur en Haute-Loire, on parle en ce moment d'un fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel. La ministre l'a annoncé hier. Sur Ali-Mercœur, on n'a pas entendu qu'il y ait un nom qui soit donné là-dessus. On l'a fait il y a déjà plus de 10 ans, à travers des moulins avant qu'on ait réhabilité. On a fait un moulin panoramique, on a fait un moulin à parole. Vous tournez autour, ça vous raconte l'histoire du pays. Donc c'est des choses qui ont déjà été faites. Aujourd'hui, on met nom dessus, mais ça fait 20 ans qu'on le fait déjà. Sur les sites dégradés, qu'est-ce que vous faites aussi? Parce que là, en fait, donc on va dire dégradé, c'est-à-dire qu'une gravière, on va dire, reprend aussi, enfin la nature reprend ses droits de façon où elle se trouve. Mais comment ça se passe donc pour vous? Parce que là, j'ai vu que mon copain Bougrain-Dubourg donc était bien parti sur des éoliennes flottantes, oui, ou bien c'était des panneaux solaires. Je ne sais plus sur quelle gravière c'était. Voilà. Donc là aussi, il y a une. Là-dessus, sur l'aspect développement durable. Enfin, soit on fait du repowering sur de l'éolien, puis on pourra en parler si vous le désirez. Mais si on parle de reconversion des sites entreprisés ou dégradés, on a l'exemple en ce moment, on construit une centrale solaire flottante à Pérols, dans le nord des Bouches-du-Rhône, à 5 km à vol d'Azo de Cadarache, donc qui est un site bien connu. Et là, on réhabilite une gravière, on fait 13 mégawatts environ sur autant d'hectares flottants. Donc c'est un projet qui est en construction. C'est un projet qui a du sens parce qu'il y a une base nautique à côté qui vivote. Il y a une base écologique à côté qui vivote avec les moyens de la commune. Et la gravière qui a été exploitée jusqu'à cette année a été rétrocédée à la commune. Et aujourd'hui, cette gravière-là, avec les loyers, avec la fiscalité, permet de donner du sens à la base écologique et donner du sens à la base ludique. Et ça permet de faire là aussi un projet de territoire. Ben voilà, c'est cette histoire-là qu'il faut raconter pour avoir effectivement un projet de territoire qui tienne la route et que tout le monde comprenne aussi les tenants et les aboutissants, ce qui n'est jamais très simple. Vous l'avez évoqué, puisque là on parlait un peu de reconversion. Le repowering, donc là on est sur des anciennes éoliennes qui, on va dire, peut-être ont un certain âge, comme on peut tous l'avoir, nous vieillissons tous. Qu'est-ce que vous en faites? Mais le repowering, là aussi, c'est un axe majeur de développement de l'éolien. On doit aujourd'hui, il va y avoir 7 gigawatts qui vont en repowering en fin de vie, donc des éoliennes en fin de contrat d'achat à l'horizon 2028. Ça fait environ 2 à 3 000 mâts. Elles ont quel âge, en gros? Ils ont une vingtaine d'années. Voilà. Donc ces éoliennes-là, aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle du repowering ou du renouvellement de machines. Je vous donne là aussi un exemple en Ardèche. On est sur le parc le plus haut de France, 1500 mètres d'altitude, certainement l'un des plus vantés ou l'un des plus rudes. On a changé nos 12 machines l'année dernière, des machines de 1,5 MW par des machines de 3 MW. Donc un parc en exploitation de 18 MW, on arrive à faire un parc en exploitation de 36 MW. Les éoliennes sont pour 11 d'entre elles au même endroit. Une d'entre elles, on l'a déplacée pour améliorer l'acoustique par rapport à un riverain. Donc là aussi, c'est un projet qui a du sens. Les massifs béton ont été totalement démantelés. L'acier a été recyclé. Le béton a été réutilisé sur place pour des pistes, en particulier, ou pour des routes avoisinantes. Les machines ont été démantelées. Elles ont eu une seconde vie en Espagne. Donc elles ont été revendues en Espagne. On est arrivé à installer des machines
certes un tout petit peu plus hautes, peut-être 10-15 mètres de plus haut, mais qui ont une puissance doublée. Qui dit puissance doublée, dit fiscalité doublée aussi pour les collectivités qui s'y retrouvent. Et on arrive à faire un projet là aussi qui a du sens. On évite le mitage du territoire, Oui. on améliore l'acoustique, voilà, c'est du gagnant-gagnant. Bon, bah, c'est ça, tout ça qu'il faut raconter une fois de plus parce que c'est pas encore totalement dans les esprits. Par rapport au système classique que l'on connaît, c'est-à-dire parfois des appels d'offres en creux, on va dire ça comme ça. Comment vous fonctionnez maintenant aussi avec des entreprises? Alors là, je pense que là aussi, on change de... Tout à l'heure, je parlais de matérialité du paysage, là aussi, on change de paradigme. Les appels d'offres creux, c'est une chose. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les entreprises, à travers leur politique RSE, ont de l'appétit pour les énergies renouvelables. Les entreprises, ce qu'elles veulent aussi, c'est faire des économies dans leur consommation électrique et c'est consommer du verre. Donc on a pour ça des outils, les PPA dont on a déjà évoqué, donc les contrats d'achat. Contrat d'achat, c'est-à-dire soit on a un parc éolien qui sort en fin de vie, puis on arrive à proposer, on va dire, un contrat d'achat à des entreprises. Les tarifs creux aujourd'hui, c'est entre 55 et 60 euros, 55 pour le solaire en moyenne, 60 euros pour l'éolien. On arrive à proposer des contrats d'achat de même niveau sur des éoliens, de même niveau pour de l'éolien en fin de vie. Donc là, c'est sur des durées de 2 à 3 ans. Le marché spot aujourd'hui, il est quand même à 135 euros, je crois, au mois de septembre. Au mois d'octobre, on le prévoit pour 140, 150 euros pour 2022. Lorsqu'on arrive à proposer une stabilité pour 2-3 ans à une entreprise à un tarif qui est 2 à 3 fois moindre, il y a de l'appétit. Et derrière, il y a une couleur RSE qui est très importante. Pour le solaire, on arrive à faire déjà des projets aujourd'hui sans passer par l'appel d'offres creux, donc sans tarif. Et on arrive à faire des projets qui ont du sens aussi pour les entreprises. Là, on est sur des durées plus longues, 15 ou 20 ans, et on arrive à faire des tarifs, là aussi, qui peuvent se situer autour des appels d'offres creux, mais c'est en direct avec les entreprises. Et aujourd'hui, on a eu des partenariats avec des Orange, avec des Auchan, avec des IBM, donc sur des durées diverses. De quoi vous avez besoin? Alors tout le monde va dire, depuis ce matin, on l'entend, accélération, on va dire, de l'État, donc allez-y, mettez le paquet. Stabilité aussi quand même dans les politiques. Enfin, parce qu'en général, on déteste l'instabilité dans le domaine économique, c'est normal. Mais je pense que le maître mot, c'est ce que vous dites, c'est stabilité et confiance. Je pense qu'on a besoin de stabilité. La profession, les industriels ont besoin de stabilité pour se développer. Stabilité tarifaire, je ne vais pas revenir sur les tarifs solaires. Stabilité réglementaire aussi. Donc les réglementations qui changent tous les ans retardent des projets et après on prend du retard à nos postes d'objectifs. Donc je pense que oui, stabilité et confiance, c'est le maître mot. Et je pense que nos objectifs doivent devenir aussi les objectifs du gouvernement qui les a dessinés, les objectifs des services de l'État, les objectifs des préfets. Et on va dire, ce staff-là doit nous accompagner dans l'atteinte des objectifs. Donc certes dans l'amélioration de nos projets, mais doit nous accompagner surtout dans l'atteinte des objectifs et dans les délais impartis. Alors, juste avant de passer en mer, là c'est pour ma culture personnelle, le plateau de l'Ardèche, vous êtes où là? C'est du côté de la Champ-Raphaël, du côté du Mont-Gerbier-de-Jonc, on redescend vers Burzet, où est-ce que vous êtes là? Alors, je sais que vous êtes un grand amateur de cyclotourisme, mais oui, c'est le col de la Chavade. Donc voilà. Très bien, c'est là que ça se passe. D'accord, allez le voir, et si vous êtes aussi un cyclotouriste, allez voir Ali Mercœur. Le plateau est magnifique et vous verrez les moulins panoramiques et les autres moulins. Est-ce qu'il y a des Ardéchois dans la salle? C'est pour faire une statistique. Normalement, il n'y en a pas beaucoup. C'est bien ce qui me semblait. Ou alors vous êtes endormi. Mais je ne pense pas. Non, il y a peu d'Ardéchois ce soir. Voilà, ça ne marche pas. L'Ardèche, 0,7. Pourtant, c'est très beau comme département. C'est formidable. On va passer en mer. Tenez, mais bien sûr, avec vous, Filippo Cimitane, président France de Siemens Gamesa Énergie Renouvelable. Alors là, c'est intéressant parce que vous fabriquez évidemment des éoliennes destinées au parc marin. Donc la neutralité carbone, on est bien d'accord, c'est un objectif quand même pour tout le monde ici. Ça, c'est le chapeau, on va dire, général. Une des rares solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, si ce n'est la seule. On voit bien, on en parlera donc tout à l'heure avec le président de RTE, donc qu'aujourd'hui les ENR sont quand même la solution pour décarboner. On verra comment ça va se répartir plus tard, horizon, alors 2030, on a entendu ce matin M. Lévy, pour 2050, il ne se bouille pas, il se dit on ne sait pas ce que ça va devenir, parfait. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, donc avec le travail que vous effectuez? Vous êtes sous les feux de l'actualité, peut-être un petit peu moins que le prix du gaz, mais quand même vous y êtes bien. Les opposants, donc on les connaît. Que peut-on dire aujourd'hui sur cette énergie? Bonjour à toutes et à tous.
Alors effectivement, je pense qu'on peut partir du constat, et ce matin a été très bien dit, que l'éolien a en place dans le mix électrique de demain. On débat sur quel est le pourcentage, mais en tout cas c'est en fait, couplé avec une augmentation de la consommation. Donc on a besoin d'électricité décarbonée, éolien dans le futur. Décarboner l'éolien est décarboné, malgré ce qu'on peut entendre parfois dans les réseaux ou ailleurs. Juste pour donner un exemple, une éolienne offshore, bien sûr, produit l'électricité décarbonée, non carbonée, mais elle récupère les CO2 produits lors de sa construction en 8 mois. Donc tout ce qui est nécessaire pour la fabrication, pour les transports, pour l'installation, en 8 mois, elle est compensée. Et les 25-30 ans suivants, c'est de la vraie électricité décarbonée. Donc on est tout à fait acteur de cette décarbonisation et on voit qu'il y a une perspective, mais surtout on voit qu'il y a une nécessité pour que cette technologie soit présente. Donc quel est le rôle des acteurs industriels comme Siemens Gamesa? Alors tout d'abord, nous avons un rôle clair dans l'innovation et la technologie. On doit être en mesure de donner une technologie fiable, une technologie qui permet des investissements et qui permet aussi une planification telle que RTE est en train de dessiner, ce dont on a besoin pour le futur. Ça, c'est une bataille qu'on a gagnée déjà il y a 10 ans. La technologie éolienne et l'éolien offshore en particulier a déjà fait ses épreuves. C'est une technologie qui peut être installée, qu'aujourd'hui permet d'avoir accès à un coût de capital très bas, fiable, et sur lequel on peut faire des investissements. Il y a un autre facteur important sur lequel nous sommes très appliqués, c'est le coût de cette électricité éolienne en mer notamment, qui a été au très début de l'histoire très élevé et qui était en tout cas pas intégré de façon ambitieuse dans le mix électrique de demain à cause de ce coût, et ce qui a été complètement révolutionné dans l'espace de 5 ans. Et aujourd'hui, on peut dire qu'une fois gagné la bataille technologique, on a également gagné la bataille économique avec un prix des LCE, donc des coûts de l'électricité, de l'éolien offshore qui est comparable, voire parmi les plus compétitives aujourd'hui disponibles. Alors, la bataille technologique, oui, la bataille économique, oui, la bataille civile, pas encore, enfin, de la société. Et là, on est justement sur la prochaine étape. On aimerait que ce ne soit pas en bataille d'ailleurs, on aimerait bien que ce soit un débat ouvert, sain, pesé, parce que moi je fais partie de ceux, et ça a été très bien dit ce matin, qui pensent que la question énergétique soit au cœur finalement de la vie au quotidien. C'est quelque chose qui n'a pas été forcément le cas dans les années passées. Aujourd'hui, il revient et c'est une opportunité pour que ça soit vraiment remis au cœur et au centre finalement de toute une vie civile et citoyenne. Ça va être un gros sujet que Chantal Joanneau, donc la présidente pour le débat public, va nous détailler tout à l'heure parce qu'ils ont énormément travaillé sur l'éolien offshore. Exactement. Et donc, dans ce débat sain, pesé et clair et factuel, notre rôle aussi, c'est de mettre l'accent d'un côté sur la vérité technologique. Dans l'éolien terrestre, c'est souvent la qualité sonore, c'est surtout les solutions qui permettent une meilleure compréhension de la biodiversité et intégration. Dans l'éolien en mer, c'est important aussi d'un côté la biodiversité, mais ce qui est vraiment plus un sujet porté par les développeurs de projets. Mais c'est l'élément clé de l'éolien terrestre, de l'éolien offshore, c'est les retombées socio-économiques et industrielles qu'il peut générer dans les territoires, le partenariat qui permet de bâtir avec des acteurs locaux. Et aujourd'hui, nous avons la chance, l'honneur de porter un projet au Havre d'usine. Pour la construction de pales et nacelles. C'est les plus grands investissements dans les énergies renouvelables en France. Et c'est vraiment un exemple, un symbole de cette capacité de création des volets industriels grâce à une transition écologique. On parle de 750 emplois qui vont être créés pour une usine de fabrication des nacelles demain. Juste pour donner un exemple, sur le mois d'octobre, on va accueillir 60 nouveaux collaborateurs. Donc c'est 2 personnes par jour qui vont nous rejoindre et on va continuer sous ces rythmes. Donc on va être tout à fait dans les mêmes trajectoires. On parle de formation, donc on va former des jeunes. On a un centre de formation qui va être ouvert au Havre aussi pour former au métier de fabrication de pales, des nacelles. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être aussi pris en compte
Et c'est là où nous sommes au cœur de cette relance industrielle, une industrie qu'on voudrait durable, bien sûr, et qui aussi puisse être complètement intégrée. Là, je vais dire qu'il n'y a pas de problème. Vous êtes au Havre, c'est un territoire de toute façon qui est industriel, qui est acquis. Il y a Édouard Philippe qui pousse. Enfin bref, là j'ai presque dire, vous êtes chez vous. Enfin, ça fonctionne. Après, c'est l'acceptation. Et c'est vrai qu'Éric Orsena l'a bien pointé ce matin. On y reviendra donc tout à l'heure avec Chantal Joanneau, mais sur l'acceptation, c'est autre chose. C'est-à-dire que sur tout le côté emploi, vous créez des emplois. OK, on travaille dans le vert entre guillemets, mais c'est quand même ça la réalité. Vous recyclez vos pales, me semble-t-il aussi maintenant. Donc ça aussi, c'est... Oui, justement. Il y a le côté industriel, ce qu'il faut quand même garder en avant. Et puis, comme industriel aussi, on continue à travailler sur l'innovation. Oui. Et l'innovation, on l'apporte dans l'éolienne en tant que telle, dans tout ce qui permet de pouvoir envisager des projets là où il y a un peu moins de vent, là où c'est un peu plus profond. Donc on parle aussi de flottants, mais on travaille aussi à tous ces aspects qui vont aider l'acceptabilité. Et la recyclabilité des pales notamment était pendant longtemps un sujet, et c'était quelque chose qui était pointé comme un des gros problèmes de l'éolien, de l'acceptabilité de l'éolien, et c'est un problème qu'on a en grande partie résolu et qu'on a récemment communiqué, annoncé. C'est des pales entièrement recyclables. Donc c'est un projet qui existe, les pales recyclables ont déjà été produites. Qu'est-ce que j'en fais? Moi, je vous achète un bout de pale recyclable, j'en fais quoi après? Enfin, je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'idée. Alors, l'enjeu de la pale, c'était en fait, une fois qu'on fabrique la pale, on prend du bois, on prend de la fibre de verre, et puis on le moule avec de la résine qui est chauffée. Et ces procédés étaient très difficiles à reverser. Donc en fait, on se retrouvait avec un produit qu'on pouvait utiliser pour faire des aires de jeux d'enfants, pour faire des abris de vélo, mais qu'on ne pouvait pas réintégrer dans une filière existante. Donc, on a développé avec un fournisseur une résine qui permet de reverser complètement le processus. Donc en fait, dans des conditions très simples, on parle de moins de 100 degrés avec une solution très très peu acide, donc facile à reproduire, pas cher et pas consommatrice, de retrouver, donc de dissoudre la résine et retrouver les éléments d'origine, c'est-à-dire le bois et la fibre de verre, qu'on sait très bien recycler parce que les filières existent. Donc c'est quelque chose qui va permettre finalement d'avancer encore plus. Le laine était déjà recyclable à 90%. Aujourd'hui, on est vraiment très très proche de 100%. Et c'est quelque chose qui existe, les pales existent, on a des contrats en place, ça va commencer, c'est possible à faire dans toutes les usines, y compris au Havre. D'une ancienne pale, vous refaites une pale ou pas? Non, pas forcément, parce qu'il y a d'une ancienne pale, on ne peut pas refabriquer une nouvelle aussi? Non, ça c'est pour les nouvelles pales. Ça c'est pour toutes les nouvelles pales qui seront construites à partir de 2024. Pour les clients qui souhaitent avoir des pales recyclables, ils pourront les avoir. Les pales existantes, on a des projets en commun avec d'autres confrères pour essayer de voir comment accélérer la recyclabilité des pales déjà installées. Est-ce que vous en faites sinon du socle, c'est-à-dire l'équivalent de maisons de particuliers, donc le socle en béton, on en fait quoi? Ça c'est la partie facile, parce que tout ce qui est béton et acier, on sait comment faire. Les bétons est recyclé, l'acier est recyclé. Une éolienne, on l'installe en 2 jours, on la démonte en 1 journée. Donc après, béton, acier, les développeurs l'ont déjà fait. Tout l'enjeu du repowering donne aussi l'opportunité de montrer, parce qu'il y a encore un peu de méfiance sur la facilité. Mais ça, qui doit le faire? Par exemple, le démontage du socle en béton, c'est pas vous qui allez le faire, ça va être C'est les propriétaires du parc en fin de vie. Voilà. Donc, Alex, entre autres, qui vont, avec les opérateurs béton, avec les opérateurs acier, renouveler cette filière. Mais la filière de recyclage des pales n'existait pas, parce que c'était difficile à réaliser. Donc voilà, encore une fois, l'innovation qui permet de répondre aux craintes plus ou moins légitimes. Et moi, j'ai trouvé que c'était une crainte légitime. Qu'est-ce qu'on fait des pales? Et avec un peu de temps et un peu de travail, et les investissements, parce qu'on continue à investir énormément dans l'innovation, on essaie de pousser vers un mix électrique décarboné, acceptable, recyclable. Bon, en tout cas, il y a un terrain de jeu là, qui est en train de s'ouvrir en France, voilà, avec toutes les réserves d'usage. Vous êtes 3, je crois, Vestas, GE et puis donc Siemens, et vous représentez 55% de part de marché au niveau mondial. Oui, tout à fait. On a commencé très tôt, pionnier dans l'éolien en mer notamment, en 1991, on le dit souvent, le premier parc, donc on fête 30 ans. Pendant longtemps, on a su installer des éoliennes en mer partout dans le monde, ce qui nous a permis de récolter énormément de données, et donc être en mesure, les 10 dernières années, d'accélérer aussi l'innovation.
avec des modèles de plus en plus grands, tous les 2 ans, un peu plus grand, un peu plus haut, un peu plus puissant. Et aujourd'hui, il y a plus de 1100 éoliennes en mer installées dans le monde et 110 gigawatts de parcs en tant que Siemens Gamesa. Donc c'est une masse de données énorme sur laquelle on peut se permettre de travailler pour accélérer tout ce qui est innovation, baisse des coûts, meilleure acceptabilité et retombées socio-économiques là où c'est possible, des qualités. Donc vraiment contribuer activement à ces projets de transformation sociale plus qu'énergétique. Oui. Oui. En tout cas, merci à vous. Donc à tous les 4, ça fait 4 témoignages, hein, donc tout à fait intéressants. Voilà, ça se complète avec des univers donc, qui sont différents. Nous avons roulé sous terre et sur terre avec vous. Nous avons donc mieux compris la force et l'intérêt donc des réseaux de chaleur dont on ne parle pas forcément assez. Et puis éolien terrestre et éolien donc marin. Donc merci à vous. Je t'en prie, Philippe. Alors voilà, c'est ça. Salle. Une rectification importante d'abord de la part d'Hugo Guillaume et de Damien Maton concernant le rendement des chaudières biomasse. Le rendement des nouvelles chaudières installées aujourd'hui dépasse les 80 à 90%, donc bien au-delà des 35% annoncés tout à l'heure. Oui, et je vais même aller plus loin avec la remarque de Damien Maton, qui travaille chez Poujoula, que les gens du CER connaissent bien. Le bois énergie en France est essentiellement de la production de chaleur avec de hauts rendements, domestiques ou collectifs, tertiaires ou industrie, et il n'y a qu'au Royaume-Uni qu'on utilise encore des chaudières qui n'ont que 30% de rendement pour de la production d'électricité sans cogénération, production simultanée d'électricité et de chaleur. D'où mon chiffre de 30% qui était sorti tout à l'heure. D'accord, très bien, bonne rectification. Je pense que Sylvie Géano confirme tout ce que je viens d'apporter comme complément. Écoutez, merci de préciser ce chiffre. C'est vrai que je n'ai pas répondu sur ce 30% moi, c'était global, qui me faisait douter. 35, donc merci 35. À ceux qui avaient le chiffre en tête, et c'est effectivement des excellents rendements. Alors merci à ça. Merci pour ça. Très bien. Alors ensuite, il y avait une question pour Marie-Claude Dupuis de la RATP, 2 questions même. Est-ce que la RATP va également lancer des appels d'offres pour des contrats de fourniture d'hydrogène vert ? Alors c'est vrai, on n'a pas parlé d'hydrogène, mais on suit ça de près. Alors on commence par des choses modestes, comme beaucoup d'opérateurs, on teste des bus à hydrogène pour voir si ça s'insère facilement dans les opérations, et tester un peu la technologie des véhicules. Mais ce qui nous intéresse, nous, en tant que RATP, c'est de regarder à quoi pourrait ressembler un centre de bus à hydrogène en milieu urbain dense. Et nous échangeons avec plusieurs partenaires, et en lien aussi avec IDFM, et on travaille, mais c'est un peu tôt pour en parler, mais sur un projet de centre bus avec une production d'hydrogène à côté. Et comme toujours dans nos sujets, la difficulté, ça va être l'insertion en milieu urbain dense. Alors, et les technologies hydrogène, il a fallu avoir, je ne mesure pas le nombre d'heures de discussion, et ça continue encore avec l'administration, les pompiers, pour insérer des dépôts de recharge électrique ou des dépôts de gaz en Île-de-France. L'hydrogène, c'est pas simple non plus, mais c'est faisable. Et après, il faut se poser la question de l'usage, parce que l'hydrogène, pour les longues distances, on y pense pour le train, les avions. Dans le cas des bus, c'est plutôt de l'interurbain, ou alors, pour moi, en termes d'énergie, c'est pour l'usage, ça remplacerait le gaz, si vous voulez, parce que il faut avoir des installations plutôt en Île-de-France, hors urbain dense, plutôt en périphérie, et puis c'est vraiment utile pour avoir des longues distances, quoi. Pour le milieu urbain dense, l'électrique reste quand même le plus simple, surtout quand il faut insérer les installations de recharge. Quand vous dites électrique, vous entendez batterie lithium-ion, donc ? Oui, tout à fait. Oui. D'accord, mais il y a quand même 4 stations de recharge, Roissy, Charles de Gaulle, Orly et Pont de l'Alma, des stations de recharge d'hydrogène pour les taxis Hype, notamment les 120 taxis Hype. Tout à fait, mais c'est une chose de recharger quelques véhicules particuliers. Quand on parle d'un dépôt à la RATP, c'est 200 bus, c'est 200 poids lourds. J'avais fait les calculs, y compris faire les calculs de dimensionnement d'une station de production, de production d'hydrogène pour alimenter un dépôt. Ça aurait été une véritable cathédrale. Dans nos arrondissements, c'est un peu compliqué. Donc on voit plutôt ça à la périphérie. Mais on le regarde, très sérieusement. Merci pour cette réponse à cette question. Alors la question concerne l'hydrogène vert. Je l'ai déjà dit ce matin, 95% de l'hydrogène est gris. C'est de l'hydrogène créé par vaporeformage de gaz essentiellement, qui est grosso modo à 1,5 € le kilo. Et vous avez 3 autres façons de faire de l'hydrogène. Du jaune à partir du nucléaire, du bleu en le faisant avec du vaporeformage mais en stockant le carbone, et puis de l'hydrogène vert, mais qui aujourd'hui
était il n'y a pas si longtemps autour de 8-10 euros le kilo et qui est en train d'être plutôt autour de 5-6 euros le kilo. Donc vous voyez un peu la marge de progression qu'il y a encore. Donc vous avez le temps d'adapter. Oui, et on regarde que l'hydrogène vert dans notre cas. Bien sûr, bien sûr. Alors une autre question plus délicate pour vous. Peut-on avoir plus de détails? Je me posais la même question tout à l'heure. Sur le PPA, c'est Power Purchase Agreement, c'est un contrat de gré à gré entre un producteur et un off-taker, un preneur de l'énergie. Peut-on avoir plus de détails sur l'appel d'offres PPA de la RATP? Où est-ce qu'on peut retrouver des informations sur cet appel d'offres? Sur notre site internet. Non, mais l'appel d'offres est en cours, donc ça c'est suivi par les équipes. Je ne sais même plus, on doit être proche de la fin de la réponse. On n'a pas, le choix n'est pas fait, je ne pense pas, mais il doit être bien avancé. Mais je pense que les énergéticiens intéressés sont bien au courant. Bon, mais écoutez, Eva Vandest ira mais voir regardez sur le votre site internet au niveau des appels d'offres de la RATP, et sinon vous me mettez un petit mail et je vous mettrai en relation. Une question pour Éric Bonafou. Combien de temps dure le développement d'un projet éolien? Beaucoup trop. Et quelle est la part liée au recours, quasiment essentiel? Éric Bonafou. Ben, vous avez déjà répondu oui à la question. Un projet éolien, ça devrait durer 4 ans, ça dure 10 ans. Et là-dedans, il y a des compléments des services de l'État. Donc il y a toujours des compléments. Et puis oui, il y a des recours derrière. 9 projets sur 10 sont des recours. On a eu quelques projets qu'on a sortis, notamment en Bretagne, sans recours. Ça reste exceptionnel, mais je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille dans la stabilité, dans la confiance, et on essaie de rencontrer l'idéal, de se comprendre, de se parler. Et lorsqu'on arrive à se rencontrer, se comprendre, se parler, les projets peuvent gagner un petit peu de temps. Le solaire va beaucoup plus vite, donc, mais il faut accélérer si on veut atteindre les objectifs de la PPE, de la PPE. Je vous recommande sur Twitter de suivre en différé la conférence de presse qui a eu lieu il y a 2 jours, à laquelle participaient Jean-Louis Ball, le président du syndicat des énergies renouvelables, et Nicolas Wolf, le président de France Énergie Éolienne, aux côtés de la ministre Barbara Pompili, et qui a donné lieu à 10 propositions concrètes pour accélérer le développement de l'éolien. Vous pourrez télécharger ce petit document sur le site du ministère. Merci madame, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous.